Je ne suis pas de l'ancienne génération qui a apporté le MMA ici, mais je pense que je fais partie de la génération qui aide au développement du MMA qui est aujourd'hui. Mon père m'a dit la dernière fois que c'était à cause de Dragon Ball Z. Ça m'a fait prendre conscience que je devais faire ce que j'aime et pas ce que les autres voulaient que je fasse. J'aime regarder mes combattants combattre. J'aime pouvoir leur faire un retour sur leur combat. Enfin, vraiment, je vis pour ça. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une mission quand je suis arrivé sur cette terre, et c'est d'enseigner, de transmettre ma vision du MMA en tout cas. Mon objectif serait de revenir à l'équilibre. Forcément, on a toujours ce problème avec ce putain de record en France, c'est que tu es jugé par ça. Donc ouais, moi je suis 4-7, je suis en négatif, mais je pense que je suis quand même un bon combattant. Là, j'ai déjà fait le Cage Warrior, c'était un rêve de gosse. Je me souviens, mon entraîneur, il avait combattu là-bas, Anthony Dizzy, et du coup, il m'avait ramené les gants. Et du coup, je les avais mis comme ça. J'ai une photo encore sur mon téléphone où j'ai les vieux gants du Cage Warrior. Et maintenant, j'ai ma paire en fait. Mes coachs, ils croyaient pas en moi. J'étais pas destiné à être professionnel. Il y avait d'autres combattants du club qui se foutaient de ma gueule en disant ah ouais, mais lui, il croit qu'il va être professionnel. Et au final, ce gars-là, maintenant, je le baise. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step, I progress no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it's... Bon alors Yohan, est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais et ton record en MMA? Alors du coup, je m'appelle Yohan Salvador, j'ai 31 ans, je suis combattant de MMA en pro depuis 2017 et j'ai un record de 4 victoires pour 7 défaites. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment dire, ton parcours dans les arts martiaux? Parce qu'en fait, tu as commencé très tôt. Ouais, c'est ça, j'ai été bercé dedans, donc j'ai démarré par le judo à l'âge de 3 ans. Donc c'est pas le sport... c'est pas le vrai sport, c'est du baby judo, mais bon, depuis tout petit, j'ai commencé les arts martiaux par ça à l'âge de 3 ans, du coup, jusqu'à 7 ans, j'ai fait un petit break de 1 an où j'ai joué au foot. Puis je me suis lancé dans les arts martiaux traditionnels vietnamiens, donc le Viet Vo Dao, et ça, je l'ai pratiqué pendant 10 ans, donc avec des compétitions, etc. C'est un peu le Viet Vo Dao, est-ce que tu peux expliquer Le Viet Vo Dao, c'est du coup un art martial complet où on a des percussions, des amenés au sol et des soumissions. Les armes aussi, c'est ça? Exactement, on travaille aussi le maniement des armes et comme une partie un peu self-défense, quoi. Et du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai repris le judo à l'UNSS et je faisais aussi de la boxe française avec mon oncle qui a aussi un club sur Gignac. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans avant d'avoir le bac et de pouvoir m'expatrier ailleurs pour faire mes études. Et du coup j'ai ciblé Reims justement parce que j'avais vu qu'il y avait un club de MMA, l'Europe Top Team. Donc je suis allé là-bas faire mon BTS et j'ai démarré le MMA au même moment. Et j'ai démarré du coup le MMA, je faisais de la lutte, je faisais de la boxe pied-point, enfin du coup de la boxe thaï, de la boxe anglaise, le grappling. Enfin, c'est là où que l'aventure MMA a commencé. Tu es un vrai passionné de sport de combat, mais est-ce que tu étais quelqu'un comment dire, d'énergique quand tu étais jeune, quand tu étais enfant? Non, pas spécialement. J'ai toujours été quelqu'un d'assez calme. Justement, mon père fait toujours l'anecdote par rapport à ma sœur. Moi, il pouvait me laisser sur le bord de la route, je bougeais pas, j'étais tranquille, machin. Alors que ma petite sœur, à l'inverse, c'est une pile électrique. On pouvait pas la laisser à un endroit sans surveillance, sinon on faisait une connerie, quoi. Et donc tu viens originellement du Sud, mais tu as quand même pas mal bougé. Tu as été à Reims avant de revenir ici. Exactement. Je suis né à Montpellier, donc jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu aux alentours de Montpellier, à Gignac. Après, j'ai bougé faire mes études à Reims, donc j'ai fait un BTS. J'ai fait un stage de 2 mois à Metz, donc j'ai encore bougé. Puis j'étais en école d'ingénieur. Les 2 premières années, j'étais à Nogent, donc c'est entre Troyes et Dijon, au milieu, en Haute-Marne, là où il n'y a personne en gros.
Là, j'ai fait un peu de boxe anglaise, un peu de JJB aussi. J'étais en alternance à Angers. Voilà. Du coup, là, j'ai fait lutte à livrer, j'ai fait MMA, j'ai fait de la boxe thaï. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et je suis également parti à l'étranger 3 mois, 2 ou 3 mois, en Angleterre, où là, j'ai fait boxe anglaise et JJB. Puis, avec le travail, donc je suis diplômé d'école d'ingé, et ma première mission était au Creusot, donc c'est pas loin de Lyon. Et là, j'ai fait que de la lutte et de la boxe anglaise. Il n'y avait pas de club de MMA. Donc voilà. Et ensuite, je suis rentré à Toulouse. Du coup, pour me rapprocher de ma famille, j'avais le choix entre, pour travailler, en tout cas, j'avais soit la région toulousaine avec tout ce qui est aéronautique, ou plutôt vers Marseille, où il y a pas mal de boulot dans l'aéroportuaire, tout ça. Tu as quand même un haut background, enfin, ton cursus scolaire, c'est quand même un cursus qui a été abouti. Oui. Et pourtant, tu n'as jamais perdu cette passion des Non. sports de combat. Est-ce que tu avais déjà à l'époque l'envie d'en faire un métier? Ou c'était Oui. juste une... Alors quand j'étais plus petit, donc que je faisais des arts martiaux traditionnels vietnamiens, je rêvais déjà de fonder mon école entre guillemets, parce que du coup dans les arts martiaux on appelle pas ça des clubs, on appelle ça des écoles. Donc j'avais pour ambition de faire ça. Et en discutant avec mon entraîneur de l'époque, il me disait, bah, d'abord avant de fonder ton école, il faut que tu sois un combattant accompli. Donc fais ta carrière, et quand tu auras fini tout ça, bah, tu t'ouvriras ton club, tu ouvriras ton école. Et donc du coup, ça s'est pas passé exactement comme ça, parce qu'au final, quand on s'est rencontré avec Quentin, et ben, du coup, lui, il avait aussi cette vocation d'ouvrir son club. Et du coup, c'est pour ça on s'est alliés et qu'on a fondé le Tactical Fight Team. Et tu sais pourquoi tu avais cette attirance cet attrait pour les arts martiaux? Alors, ça a démarré à cause des mangas. Mon père m'a dit la dernière fois que c'était à cause de Dragon Ball Z. Je me souviens, dans mes souvenirs, c'était les films de Bruce Lee à l'époque, que j'étais très fan. Mais il me dit, mais avant ça, tu regardais Dragon Ball Z, et du coup, tu voulais faire pareil. Donc ça vient de là. Après, vu que ça a toujours fait partie de moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est pour combler des besoins internes, peut-être un manque de confiance, un manque de reconnaissance, que du coup, en tant que combattant, ben, on va le chercher en prenant des risques, en s'exposant à des dangers, et en s'entraînant sans relâche. Tu parlais justement de Quentin. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de Tactical Fight Team? Voilà. La vraie version officielle ou La version édulcorée peut-être de la vraie version. Mais alors, du coup, quand je suis arrivé à Toulouse, je m'entraînais au Toulouse Fight Club, donc un autre club ici, où, qui est plutôt un club multisport. Donc, ils font jiu-jitsu brésilien, boxe anglaise, boxe pied-point, quelques cours de MMA et du self-défense également. Et bon, on avait déjà tourné une fois en kimono. Et il s'avère que le coach Anthony Rea m'avait proposé d'affronter Quentin à son événement, le Combat Challenge. Mais il me l'avait proposé en 70. Et moi, j'étais déjà à 0 victoire et 2 défaites. Lui, il me semble qu'il était à 2-2 ou 2-0. Et du coup, je ne trouvais pas ça équilibré, surtout que ben, il était déjà ceinture noire de JJB. Du coup, c'est victoire par soumission. Et, et pas dans ma catégorie de poids. Donc, sur ça, ça m'avait freiné un peu. Et je trouvais ça bête d'affronter un autre mec de ma ville avec qui on pourrait s'entraîner, on pourrait progresser. Et justement, pour aller combattre d'autres gars, je trouvais ça bête de s'affronter entre nous, surtout que Toulouse, il n'y en a pas 36 des combattants pro. Enfin, du moins, il n'y en avait pas 36 quand on a fondé le club. Donc voilà, j'avais refusé le combat. Et du coup, je l'avais contacté sur les réseaux et j'y ai dit, bah, moi, on m'a proposé de t'affronter, ça ne m'intéresse pas, je pense que c'est mieux qu'on s'entraîne ensemble. Et du coup, on a commencé à s'entraîner ensemble. Une fois, 2 fois, il y a d'autres gars qui sont venus aux entraînements. Du coup, on avait un petit groupe d'entraînement, on s'entraînait un peu à Boxing Center, un peu à l'ancienne salle d'Arania, qui a été notre première salle. Et une fois, c'est parti en soirée, quoi.
C'est-à-dire qu'après l'entraînement, on se dit, bon, venez, on se boit une bière, machin. Et du coup, c'est parti en soirée beaucoup trop alcoolisée dans la salle parce que tout était fermé, c'était période Covid. Donc voilà, et à partir de là, ça a tissé une amitié forte. Et du coup, on a continué à s'entraîner ensemble. Et au bout de quelques mois de s'entraîner ensemble, on s'est dit, ben, en fait, c'est maintenant, quoi. Et moi, à cette période, je travaillais encore, Quentin aussi et Axel aussi. Et du coup, on a décidé de se mettre au chômage. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancienne entreprise et on s'est formé en BPGEP, sport de contact et disciplines associées, en même temps qu'on ouvrait l'association. C'est hyper intéressant. J'ai l'impression que cette période de Covid, elle a modifié beaucoup de personnes. En fait, on a compris que, je sais pas, tu devais faire aussi quelque chose qui te plaisait, quelque C'est chose qui te ça. faisait vivre, qui te faisait vibrer. Tu l'as vécu comme ça, toi? Ouais, je l'ai vécu comme ça et parce que c'était une période compliquée. Moi, j'étais avec une fille à cette époque-là, donc de rester enfermé pendant je sais plus combien de temps ça a duré et c'était compliqué. La reprise du sport, ça a fait du bien. Au final, derrière, j'ai vécu une rupture avec cette femme-là et ça m'a fait prendre conscience que je devais faire ce que j'aime et pas ce que les autres voulaient que je fasse. En l'occurrence, mon père m'a toujours poussé à faire les études. C'est pour ça que je suis peut-être monté, entre guillemets, aussi haut en termes de diplôme. Parce que on m'a rabâché, oui, mais le sport, ça paye pas. Mon ex, elle me disait, mais de toute façon, tu feras rien dans le MMA. Regarde, tu as perdu tes 2 premiers combats. Enfin, voilà. Que des choses assez difficiles à encaisser et des choses qui peuvent rabaisser un homme et mettre un coup à la confiance que tu peux avoir en toi. Et donc derrière, j'ai su être accompagné par des gens bienveillants comme mes 2 associés, Quentin et Axel, qui m'ont reboosté. Et c'est ça qui m'a permis derrière de combattre, de m'entraîner, de gagner par la suite et d'arriver au niveau où je suis actuellement. C'est très intéressant comme parcours de vie. Et, mais en même temps, ton côté scolaire aussi, ça te donne peut-être aussi les clés pour devenir le head coach que tu es maintenant. Est-ce que tes méthodologies de travail, tu les as implémentées maintenant au MMA? Je pense, je suis pas rigoureux par rapport aux méthodologies que j'avais en école d'ingénieur, mais ça m'a donné un esprit critique et un esprit analytique, on va dire. Et j'aime bien analyser de façon très stricte, on va dire, les adversaires de mes combattants. J'analyse mes combattants, j'analyse mes adversaires également, et je prends des notes. Même quand moi je m'entraîne, dès que je vois quelque chose que je peux rajouter à mon jeu, ben, je le note, comme on l'a vu hier. Quand je vais m'entraîner dans d'autres clubs, ben alors là, je tiens un carnet de notes. Je note tous les détails, tous les entraînements que je fais. Et je pense que ça peut venir de là. Tu es un étudiant en fait de. Tu me fais penser un petit peu au fondateur de la Luta Libre, tu sais, qui était aussi un ingénieur. Et en fait, tu as un petit peu cette même logique d'étudiant du MMA, mais du sport de combat en fait en général, c'est la globalité. Et est-ce qu'on pourrait dire que tu es un peu un geek? C'est-à-dire tu vas regarder beaucoup d'événements, tu vas décortiquer Oui, oui, les moi je choses. suis. Contrairement à Axel qui lui n'aime pas le sport, moi j'adore ce sport. Je mange MMA, je bois MMA, je vis MMA. Chez moi, c'est MMA tout le temps. Dès qu'il y a un événement, ben, le lendemain, on le regarde avec ma femme. Enfin, on se fait des soirées où on regarde l'UFC avec des pizzas. Je- Toute l'année, je me déplace dans des événements et j'aime regarder mes combattants combattre. J'aime pouvoir leur apporter quelque chose, leur faire un retour sur leur combat. Enfin, vraiment, je vis pour ça, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une mission quand je suis arrivé sur cette terre, et c'est d'enseigner, de transmettre ma vision du MMA, en tout cas. Je ne sais pas si elle est sûrement imparfaite, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je la vois. Et justement, dans ta vie, tu vois, tu parlais de ton ex qui était peut-être pas très. Tu supportais peut-être pas beaucoup sur cet aspect-là, mais justement, tu as réussi à trouver aussi un équilibre dans ton cocon familial, justement, à- À l'époque, Non, maintenant. ah, maintenant, oui. Bah, du coup, maintenant, j'ai tout l'inverse. J'ai une femme qui me supporte de ouf. Et justement, qui est capable, elle, de se mettre de côté.
pendant mes préparations, justement pour que moi j'arrive à exprimer mon plein potentiel. Incroyable. C'est une, Oui. c'est une chance en fait. Oui. Et je l'ai rencontré sur un gala de MMA. Ah. Ma première victoire professionnelle, elle gérait le VIP de l'événement. Donc voilà. Pour l'anecdote, je l'ai vu passer, je lui ai dit je t'aime avant même que je la rencontre réellement, quoi. Tu lui as dit en personne? Oui, mais elle l'a pas entendu. Ah. Elle passait comme ça, j'avais les écouteurs, casquette, j'avais déjà les bandes comme ça, elle est passée. Et puis avec mon pote, avec Axel qui était là, j'ai dit je t'aime. Je trouve ça trop drôle. Et est-ce que tu as vu aussi, par exemple, un changement justement avec cet équilibre que tu avais trouvé dans ta vie perso, qui t'a permis de te développer, ne serait-ce que tactical, mais aussi ta carrière Bah, pro? oui, ça se voit sur mes résultats professionnels. Avant, j'avais pas de victoire. Maintenant que j'ai mis un cadre, j'ai réussi à sortir 4 victoires. Et alors, j'ai pris des défaites en plus. Certaines de mes défaites, je les ai pris bien. Les adversaires étaient plus forts. D'autres, c'est des erreurs que j'ai commises, notamment des short notice, des combats que j'aurais peut-être pas dû accepter. Voilà, mais c'est ce qui fait mon parcours. Et donc maintenant, il n'y a pas de regret sur ça. Je suis aligné avec mon record et voilà. Et tu fais partie un petit peu de cette génération d'entre-deux. Tu n'es pas exactement la première génération. Tu n'es pas non plus cette nouvelle génération qui a bénéficié entre guillemets du MMA légalisé quasiment dès le début. Comment tu te situes justement par rapport à ça? Bah ouais, en fait, je suis pas de l'ancienne génération qui a apporté le MMA ici, mais je pense que je fais partie de la génération qui aide au développement du MMA qui est aujourd'hui. Et comme je te disais hier, nous, avec Quentin, on n'a pas eu cette chance ou du moins l'expérience d'être un ex-UFC ou un ex-combattant de très haut niveau. Quand on a fondé le club, Quentin, je crois, il était à 2-2. Bon, il est ceinture noire d'IJB. Axel, lui, il avait fait un peu de boxe amateur. Et moi, j'étais à 0-2. Ouais, c'est ça, 0-2. Donc, on ne peut pas dire que. Enfin, sur le papier, on pensait pas on pourrait pas croire que le club allait prendre de l'ampleur comme ça. Mais c'est derrière tout le travail qu'on a posé sur la table, moi de mon côté, d'analyse, plus la gestion du club et derrière le relationnel qu'on fait quand on se déplace aux événements. À chaque fois, les organisateurs généralement le savent, c'est qu'avec nous, ça se passe bien. Les médicaux, ils sont bien. Les gens, ils sont au poids. Voilà, il y a bonne ambiance, bon esprit. Bon, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est forgé une réputation et qu'on a pu avoir des combats qui nous ont permis de se développer encore plus, de prendre de l'expérience. Et voilà, c'est un engrenage qu'on a mis en place dès le début. Ta frustration en tant que combattant, est-ce qu'elle a aussi expliqué, comment dire, à quel point tu accompagnes tes athlètes maintenant? Ouais, je pense. Forcément, c'est des blessures de l'âme qui, qui influencent ta vie, forcément. Donc, vu que moi, j'étais tout seul, entre guillemets, j'avais des coachs. Hein, je m'entraînais pas tout seul dans la rue. J'avais un club. Sauf que mes coachs, ils croyaient pas en moi. J'étais pas destiné à être professionnel. Je me souviens, je m'étais blessé à mon dernier combat amateur et je faisais du sac. J'allais quand même m'entraîner. Je faisais du sac avec l'autre main. Et il y avait d'autres combattants du club qui se foutaient de ma gueule en disant ah ouais, mais lui, il croit qu'il va être professionnel. Et au final, ce gars-là, maintenant, je le baise. Donc c'est ça qui est rigolo. Parce que moi, j'ai jamais lâché. Et du coup, tout ce que moi j'ai subi, j'essaye de m'en servir pour développer, que mes combattants n'aient pas les mêmes blessures que moi. Bon, du coup, ils ont d'autres choses. Le fait qu'ils soient, entre guillemets, embourgeoisés fait que peut-être qu'ils sont un peu moins durs au mal sur certaines situations. Donc, dans tous les cas, ce qu'on va donner aux gens, il y a du positif et du négatif. Mais au moins, ils ne seront pas dans la situation que moi j'ai vécue. Ouais. Et justement, on va parler un petit peu de cette team que tu as créée. Vous avez autour de 700 adhérents, c'est ça, à peu près 730? Ah, un peu moins, un peu moins. 600 à peu près. Ouais, Avec 600. la boxe anglaise, les enfants, tout ça, ouais. Mais vous avez quand même beaucoup de compétiteurs. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Quand vous partez en MMA League, vous partez à plein. Oui. Vous êtes le club numéro 1 en termes de licenciés FMMAF. Mm. Donc en fait, vous avez joué le jeu
C'est ça. de la fédération et de la légalisation du MMA. Alors déjà, le MMA, c'est un sport qui, par le sport, par le fait que ça soit du combat, il y a beaucoup de gens qui font ça pour la compétition. Ou alors, peut-être qu'en première intention, ils se disent oh non, je vais tester, machin. Mais par contre, vite, ils se tournent vers la compétition. Peut-être ce ne sera pas des grands combattants qui vont écumer les MMA League, être champion de France, tout ça. Mais le fait que ça soit un sport peut-être à la mode, qui est médiatisé, qui procure des sensations incroyables, de stress, de gestion des émotions, même des douleurs physiques, mais ça fait que les gens, ils ont envie pour l'expérience de combattre. Donc, on a beaucoup de compétiteurs, oui, mais c'est pas parce que c'est tactical, c'est parce que c'est le club qui veut, c'est le sport qui veut ça, je pense. Après, c'était quoi la question après? Là, c'était ça, vous avez joué le jeu de la fédération. Après, pour la Fédé, oui, justement, nous, on a joué le jeu de la Fédé ben, parce que c'était important de soutenir le développement du MMA. Comme je te disais, nous, justement, on fait partie de la génération qui aide au développement du MMA en France, même si on ne fait pas partie des pionniers. Et du coup, ça nous a donné aussi des clés pour progresser, quoi. Vous avez aussi vous avez beaucoup d'engagement, on en parlait hier, financier envers vos athlètes, c'est-à-dire vous leur payez les déplacements, etc. Et justement, Oui. je trouve que c'est intéressant aussi de revenir vers ça, sur ce côté de, tu parlais d'embourgeoisement, en fait, ils ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont d'avoir des clubs qui font ça. Parle-nous déjà de ça à la caméra, parce que je pense que rien qu'en l'entendant, il y a des gens qui vont se dire ah ouais. Ouais, du coup, depuis la création, je pense, donc depuis le retour de la compétition, donc la première saison où on a ouvert en 2020, vu que c'était Covid, je crois qu'il n'y a pas dû avoir de compétition, mais en 2021, la compétition a repris et je pense que peut-être certains de mes élèves me contrediront, mais on a dû financer quasiment tous les déplacements en compétition, soit en totalité, soit en partie. Donc, oui, c'est ça, ouais. logement, enfin, trajet plus hôtel. Ou du moins, on payait une grande partie et on demandait une petite participation. Ce qui a donné sur cette saison un budget de 30-35 000 euros et la saison dernière entre 25 et 30 000 euros. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est quelque chose qui nous a permis d'évoluer et d'avoir une grosse visibilité, une grosse notoriété en France parce que du coup, les gars, ils n'avaient pas à soucier des problèmes d'argent. Ah non, je ne peux pas aller au MMA League. Non, t'inquiète, c'est le club qui gère. Toi, tu as juste à t'entraîner et à aller combattre et à représenter au mieux ta ville et ton club. Donc, c'est ça qui nous a fait connaître. Maintenant, on voit que certains en abusent parce que ça ne peut pas être que le club donne et n'a rien en retour. Parce qu'on reste quand même on a la partie entreprise qui gère les locaux, mais on reste aussi une association, donc on a aussi besoin de bénévoles. Donc quand on fait des actions dans les quartiers, on fait venir des gens en stage, etc., on reverse des bénéfices à des associations et qu'on a besoin de bénévoles et qu'au final on se retrouve tout seul, ben ça fout un peu les boules. Donc là, pour la saison prochaine, on a mis en place une sorte de process pour financer ceux qui en ont besoin et à hauteur d'un certain budget. Donc voilà, il y a quelques conditions qui vont permettre de réduire le budget de déplacement compétiteur. Mais on n'arrête pas totalement de les financer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on vous rencontre, que ce soit Quentin ou toi, on voit qu'il y a un grand cœur. En fait, vous êtes des gens émotionnels, c'est pas ce que je veux dire, mais comment dire, vous y mettez de l'affect en fait dans vos athlètes. Ouais, clairement. Ben, nous, ça a toujours été notre ligne de conduite. Combien de gars sont arrivés en disant que c'est la galère et ils n'ont pas payé leurs adhésions? Alors, ça peut paraître injuste pour ceux qui payent, mais d'un côté, quand on aide des gens, ben, ça n'a pas de prix. Ça nous nourrit intérieurement de faire ça. Donc, on essaye de moins le faire parce que derrière, il y a l'aspect chef d'entreprise et business qui rentre en compte. Mais c'est toujours dur de refuser ou de demander de payer à certains gars où tu sais que ça galère. Donc, on essaie de mettre des petites réducs, on fait des tarifs. Des fois, on dit, bon, c'est bon, là, tu payes pas, machin, tu payeras plus tard. Voilà, on essaye quand même d'arranger.
Mais voilà, on a beaucoup pensé aux autres ces 5 dernières années. Là, on essaye de recentrer un peu les curseurs et que ça soit équilibré, qu'on ne donne pas trop sans rien recevoir derrière. Et voilà. Mais là, pour l'instant, ça a quand même sacrément bien fonctionné parce que vous avez fait, là, les 2 dernières années, vous avez quand même explosé en termes de résultats, Mm. en termes de nombre d'athlètes. Vous avez du pro, vous avez de l'amateur. Est-ce que Ouais, tu veux nous faire un petit, pas forcément le palmarès complet, mais de dire un peu ce que vous avez, les résultats que vous avez obtenus là sur les deux. Bah là, les gros résultats qu'on a eus, c'est Owen champion de France, je crois que c'était en 2023. Euh, Ensuite, un 5e au championnat du monde, un passage en pro réussi avec actuellement 4 victoires. On a Nessim qui a bien performé en amateur. Soit il a fait des gros combats, soit il a fait des bons résultats. Donc il a la ceinture du Game of Cage, qui était un tournoi organisé à Paris, je ne me souviens plus où. Euh, Après, au niveau des MMA League, on a gagné beaucoup d'étapes. Euh, L'année dernière, on a moins performé au championnat de France. On a eu que des médailles de deuxième, donc Keonik avait fini deuxième et on avait eu trois médailles de troisième, je crois. Demba qui fait vice-champion d'Europe cette saison. Et là, au championnat de France, on a bien réussi avec un titre de champion avec Keoni. Euh, Ouais, deuxième place pour Wilson et Chloé et des troisième places également. Donc assez content de la saison. On a eu également entre-temps un professionnel en poids lourd, Liam, qui a fait 3 combats. Moi, j'ai combattu au Cage Warrior. Depuis 2023, je crois, je n'avais pas combattu en France, donc j'ai fait 4 combats au Cage Warrior. Quentin, il a fait pas mal de combats aussi, donc c'est vrai qu'on est tout le temps en train de combattre. Axel, il a fait un combat dans la plus grosse organisation de Barnacle, le BKFC. Euh, voilà, je pense que Ouais. les plus grosses performances elles sont là, je pense. Tu l'expliques par votre pédagogie. Est-ce que tu veux parler justement un petit peu de l'approche que tu essayes d'implémenter là en MMA? Alors, pour certains, je pense que oui, il y a une partie pédagogie. Pour d'autres, il y a une partie que ils s'entraînent tout le temps, donc forcément ça paye. Après, on a des intervenants de qualité. En fait, nous de base, on donnait que des cours MMA. Tous les cours c'était MMA, MMA, MMA. Et plus on a commencé à se développer, plus on s'est dit bon, il va falloir faire intervenir des professionnels des différentes disciplines. Mais du coup, on sélectionnait vraiment les professionnels. Donc, on a des experts du sol, donc quasiment que des ceintures noires qui viennent, à part Sam qui lui est ceinture marron, mais très très spécialisé dans les clés de cheville et dans une approche. Il fait beaucoup travailler la méthode Ecological. Euh, En boxe, on a Romain Falandry qui est multiple champion du monde. Plus on a l'intervention de Axel Alfandari qui était en BPGF chez nous, donc il a donné beaucoup de cours pied-point ou MMA, où bien sûr il fait parler son striking. Donc ça nous fait pas mal évoluer. On a également un ancien membre de l'équipe de Géorgie de lutte qui est arrivé en France l'année dernière. On l'a aidé à faire toutes les démarches pour avoir pas son visa, mais la carte de titre de séjour ou quelque chose comme ça. Donc, il donne les cours de lutte et franchement, il a un niveau en lutte, c'est stratosphérique, c'est abusé. Donc voilà, petit à petit, on a réussi à prendre des experts de chaque discipline. Nous, on est pas mal en MMA, du moins on a une vision globale et qui est assez juste de ce qui marche en MMA, donc on essaie de transmettre ça. Donc c'est ça qui fait que les gars performent, ils s'entraînent, ils sont bien accompagnés par des spécialistes et par des généralistes, entre guillemets, plus pour les combattants pro ou les combats importants, c'est-à-dire dans des organisations où on sait l'adversaire qu'on prend longtemps en avance, ben, il y a mon esprit analytique qui va jouer, où j'analyse les combats, je connais mon combattant, donc j'essaye de lui faire driller les techniques qui vont passer, que lui il aime bien et que lui il a le défaut. Donc voilà, j'essaye de matcher tout ça et ça donne ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Ça fonctionne bien pour l'instant. Ouais. Après, ça fonctionne bien en amateur. En professionnel, c'est les débuts. Donc, ça fonctionne bien, mais on n'a pas encore le recul pour se dire, comme les grosses équipes où ils ont plein de combattants pro, où eux, ils performent en professionnel. Moi, je peux dire que mon club, il performe en amateur, en professionnel, ça va venir. On fera sûrement des erreurs, on va perdre des combats, mais derrière, on va essayer de se servir de ces erreurs que, en tant que coach, je ferai ou en tant qu'athlète, lui, il fera pour s'améliorer et gagner ensuite, quoi. Et justement, est-ce que tu veux me parler un petit peu de la méthode Ecological? C'est quoi le concept en fait? Elle vient plutôt du jiu-jitsu brésilien, Ouais, j'imagine. c'est ça. Donc toi, tu essayes de l'implanter un peu en MMA. Exactement. Donc, c'est une méthode que j'ai découvert grâce à Samuel, notre coach de Nogi, qui lui bouge pas mal et il est vraiment, autant que moi je suis fan en MMA, lui il est ultra fan du Nogi. C'est abusé, il est tout le temps en train de mater des DVD et des combats, machin. Et on l'a testé pendant la prépa d'Owen, je pense c'était pour son combat à Bordeaux. Donc quand on se retrouvait, on a fait beaucoup de travail à partir du dos. Et en fait, c'est une méthode où on ne vient pas driller des techniques précises, c'est que des mini-sparring avec des positions de départ et des handicaps entre guillemets. Par exemple, sur un départ à tortue, je dois contrôler mon adversaire, éviter qu'il se relève, mais j'ai interdiction de saisir mes mains et interdiction de mettre les crochets. Donc ça rend tout de suite la chose plus difficile, mais il n'y a pas de technique à proprement parler. Je dois découvrir ce qui fonctionne pour moi pour empêcher mon adversaire de réussir son objectif et moi d'imposer mon objectif. Et donc du coup, on peut le faire de toutes les positions et j'essaye de le faire aussi pour le MMA, pour par exemple trouver une bonne position pour le ground and pound. C'est ce que je leur ai fait travailler fin de saison. On démarrait en garde fermée et moi je dois essayer de me lever et de trouver une stabilité dans ma position. Et j'ai même pas encore mis de frappe. Après, je fais pareil, sauf que je démarre déjà levé et l'autre il essaye de me ramener au sol et je dois essayer de trouver la stabilité. Et après, j'ai le droit de rajouter un peu des coups et ainsi de suite. Donc, on part d'une position et on évolue. Et on peut le faire en zoomant ou en dézoomant. Et je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant pour avoir le côté instinctif, le côté vraiment de sensation, de positionner son poids, de où je dois mettre ma main exactement. Mais je pense qu'à elle seule, il va y avoir des limites parce qu'il faut quand même connaître un minimum de technique et il y a quand même un recul de 20 ans sur le sport. Je parle du MMA, je parle du jiu-jitsu brésilien, où il y a des concepts qui ont été découverts par les Gracie à l'époque et d'autres gars, où par exemple pour mettre une clé de bras, voilà, il serre bien les genoux, machin. Et je pense qu'il faut aussi le driller pour l'apprendre et le mixer avec le côté sparring à thème où tu vas avoir plus de sensations qu'en drill, qu'en faisant que du drill, plus en rajoutant le drill derrière, ben, je pense que ça peut fonctionner. Et du coup, sur la saison prochaine, je vais essayer de faire ça toute la saison et on verra ce que ça donne. Tu vas le documenter aussi? Ou tu vas essayer de te prendre des notes? Ouais, je pense que je vais prendre des notes. Ouais. Ouais. Mais déjà, je pense que ça fait plus d'1 an que je note quasiment tous les cours que je fais. Sauf si je dois remplacer au dernier moment, je suis un peu pris de cours, mais sinon, je note tous les cours que je fais. J'aimerais bien un jour arriver à les mettre en forme parce que franchement, là, c'est moche. Hein. C'est échauffement, touche épaule, machin, technique 1, technique 2. Enfin voilà, il n'y a pas la justification derrière. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les fiches de cours avec derrière peut-être une explication théorique sur la séance. Mais ça demande un travail. Et tu as pensé à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ce genre de choses? Mais en parlant, là, j'étais en train d'y penser. Vrai. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, ouais. ChatGPT, c'est clairement ce qu'il va pouvoir te faire. Il va pouvoir te faire des résumés, tu lui donneras ton truc. Et sur l'explication, le synopsis entre guillemets de la séance, tu peux le faire en dictaphone. Tu dis voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà ce que j'ai essayé de faire, mets-moi en forme. Oui. Mais je te dis, j'étais en train d'y penser en expliquant. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que tout ce travail, ça pourrait être simplifié grâce à l'IA. Mais
À voir, hein. Puis derrière, je sortirai un livre. Bah, en fait, tu vas pouvoir. Tu sais, quand j'avais été voir Damien Maya, j'avais vu que les 40 premiers cours, ils sont Ouais. écrits. C'est-à-dire, tu as les photos des positions, etc. Qu'est-ce qu'il doit travailler, qu'est-ce qu'il doit acquérir, à quel moment tu vas avoir le droit de commencer les sparring. Et je pense que ça peut te permettre d'avoir des. D'avoir vraiment la méthodologie du club. Surtout si vous essayez de franchiser. C'est ce qu'on fait. Mais du coup, vu que nous, on forme les combattants, ben, ils ont, entre guillemets, notre méthodologie ancrée en eux. Et derrière, on les envoie coacher dans d'autres clubs. Mais forcément, ils ont leurs pattes. Et peut-être qu'à force, ça va se perdre, ça. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà pensé avec Quentin, le fait de vraiment d'avoir notre méthodologie écrite quelque part. Donc là, disons qu'à l'horizon de 1 ou 2 ans, c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place quand même. Ouais. Et puis pourquoi pas, du coup, de faire des PDF à monétiser ou ce genre de choses, quoi. Ouais, mais même je pense que pour vous, avoir par exemple des choses un peu comme font des petits fanatiques, tu sais, des explications, ça fonctionne bien. Alors, on a essayé. Non, mais Si tu savais comment on a essayé. Quentin, lui, c'est son projet. C'est de mettre une plateforme, de faire une plateforme, une application où on fait des techniques. Mais à chaque fois, on tient 2 semaines. Franchement, on n'arrive pas à avoir cette rigueur de faire des vidéos. Parce que vraiment, nous, on n'aime pas les réseaux, tout ça. Heureusement, on a Manon qui gère bien ça, qui se plaît à faire ça. Mais nous, faire les stories, nous, on est vraiment dans le dur. Nous, on aime s'entraîner, on aime entraîner. Mais quand je m'entraîne, j'ai pas mon téléphone. Mais alors qu'il faudrait que je filme, machin. Même sans ça, en fait, c'est que pour t'expliquer comment fonctionne BJJ Fanatique, tu vois, c'est Nicolas Régnier qui le fait. Oui. Et en fait, ils l'envoient. C'est-à-dire, ils savent que pendant 2 jours, ils vont faire que ça. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, Oui, c'est ça. ta problématique, tout le monde l'a. Si tu fais régulièrement, t'es mort. C'est mort. Tu t'y tiendras pas. Ou alors, il faut que tu aies quelqu'un qui te casse les couilles à te dire je viens demain et. Oui, c'est ça. En fait, il faut payer quelqu'un, quoi. Il faut payer quelqu'un qui vient et là, t'as pas le choix. Tu vas lui dire ouais, en fait, je peux pas cette semaine et tout. Voilà. c'est Donc, alors que si tu te dis j'ai 3-4 jours où on filme les choses, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Mais c'est dur. Mais pour le coup, je pense que ça, ouais, c'est si vous avez dans cette idée. Et comme j'avais commencé aussi à travailler, vu qu'un de mes points forts, c'est la lutte contre la cage, j'avais travaillé une espèce d'arbre. Comment ça s'appelle? Ouais. Arbre décisionnel, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis dans cette position-là, lui il défend ça, ok, je pars sur un single. S'il fait ça, derrière j'ai ça. Hop, ou sinon je reviens là. Et chaining, en fait. Ouais, c'est ça. Tu bâtis ton chaining. Et comme ça, parce que tu l'apprends par cœur. Bon, c'est un peu bête dit comme ça, mais tu l'apprends par cœur et du coup, comme ça, quand tu es en combat, ben, tu n'as pas le temps de réflexion. Ça chaîne de suite, quoi. Ouais. Bah, c'est ce qu'on te voyait travailler justement là-dessus. Exactement. Et ouais. En fait, tu as tes automatismes, en fait. Tu sais que tu es dans tel moment. Et du coup, je pense que sur certains combattants, ils vont pas le regarder ton document. Il faut leur montrer, il faut qu'ils drillent. Mais sur d'autres combattants peut-être un peu plus intellectuels, sans dénigrer ceux qui ne font pas, mais qu'ils ont besoin d'avoir les schémas en face et de se dire « Ah ouais, alors là, je suis là ». Et derrière, peut-être qu'ils peuvent le travailler chez eux. Donc, ils n'ont pas des heures d'entraînement effectives, mais par contre, ils travaillent leur mental et du coup, leur vitesse de décision au moment du combat, quoi. Chacun peut être personnel à un combattant. C'est à lui de le faire presque. Ouais. Parce que tu vois, l'avantage de l'arbre décisionnel, c'est qu'on imagine un truc où tu cliques dessus et en fait, tu vois la vidéo qui apparaît et tu as la démonstration de la technique. Et en fait, réviser, c'est presque la même chose que de le driller. Carrément. Et en fait, Ça a été dans le prouvé, métro, en préparation mentale. S'il y en a, ils font de la visualisation, même de technique, mais c'est prouvé que c'est comme si tu drillais. À partir du moment où tu as déjà fait. Si tu n'as jamais fait, c'est différent. Mais si tu as déjà fait et que tu redrilles après dans ta tête, c'est comme si tu le faisais physiquement. Ça, c'est puissant. On va parler peut-être maintenant justement donc là, on parlait de ton coaching, que tu es très altruiste justement sur cette partie-là, mais en même temps, tu es aussi combattant. Et ça, c'est la partie la plus difficile où justement, c'est même tout l'inverse. Tu dois être entre guillemets égoïste, et vu que toi, tu n'as pas de head coach, oui. Ça t'oblige parfois à t'exporter aussi un peu. Exactement. Donc, du coup, c'est très difficile les prépas parce que, comme tout le monde, j'ai un travail et une famille, donc bon, ça c'est classique. Hein. Mais mon travail fait que je dois penser aux autres. Et du coup, quand vient l'heure des sparring ou des sparring à thème, c'est-à-dire que je dois être capable à certains moments de dominer parce que je dois progresser dans telle position.
Et d'un côté, quand je fais ça, ben, derrière, je dois quand même dire à mon gars, parce que je veux qu'il progresse, ben, je dois lui dire, ben, fais attention, là, tu n'aurais pas dû faire ça, ou alors positionne-toi un peu plus comme ça, tu galéreras moins. Et du coup, pareil dans les sparring. Donc, j'essaie de mettre en place mes stratégies, mes techniques. Des fois, je rentre plus ou moins dur en fonction du partenaire que j'ai en face, mais pareil, je dois doser. D'un côté, il faudrait que je rentre dur pour que moi, je rentre, que j'ai l'habitude de le faire dur, et que du coup, en combat, ça rentre dur, ça claque fort, et le takedown, il passe facile. Et d'un côté, c'est mon élève, je ne peux pas lui péter la gueule non plus, tu vois. Selon son niveau, voilà, je ne peux pas rentrer vraiment à fond, je ne peux pas frapper vraiment à fond, je dois toujours retenir, faire attention de ne pas lui niquer le genou ou autre. Donc, ouais, c'est quand même assez compliqué. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à ma dernière prépa. Au fil des années, je me suis lié d'amitié avec les gens qui gèrent la Bushido Academy. Donc, à Nîmes, on a Romain Lange, avec qui je vais m'entraîner régulièrement quand je vais là-bas. Et plusieurs fois, je suis allé comme ça chez James et Samy Schiavo. Et en plus de les croiser en compétition, ben, c'est vrai que ça a bien matché. Et pour ma dernière prépa, j'y suis allé 2 fois une semaine. Et j'ai vraiment kiffé de poser mon cerveau. Et que James, il me dit, ben, là, tu fais ça, là, tu fais ça, là, tu fais ça. Et il me dit, là, tu fais à fond, là, tu gères, et là, tu te reposes. Voilà, pendant une semaine, je fais rien, et ça me fait un bien fou. Et je trouve que, en tant que combattant, ben, ça m'a débloqué des choses, parce que du coup, j'avais un mec qui, moi, ça fait déjà 12 ans peut-être que je fais du MMA, mais lui, ça fait 2 fois plus de temps que moi qui fait du MMA, et en plus, a coaché à très haut niveau, plus il est ceinture noire, mais il a un niveau en taekwondo, et, enfin, il sait tout faire. Et il a l'expérience du coaching à haut niveau. Et voilà, ça me permet d'avoir quelqu'un qui me corrige en temps réel, tout le temps. C'est quoi là tes objectifs en tant que combattant, justement? Tu nous en parlais en off. Là, ben, clairement, c'est de faire des combats qui me donnent envie de m'entraîner. Mon objectif serait de revenir à l'équilibre, forcément. On a toujours ce problème avec ce putain de record en France, c'est que tu es jugé par ça. Donc, ouais, moi, je suis 4-7, je suis en négatif, mais je pense que je suis quand même un bon combattant. Donc, je suis complet. Je peux échanger avec des mecs très forts debout, je peux échanger avec des mecs très forts au sol et très forts en lutte. Donc, à partir de là, ouais, je suis en négatif, mais je pense que c'est pas grave. Mais j'aimerais quand même effacer ça, justement pour accéder à des plus gros combats et des combats plus intéressants financièrement. Parce que le fait que je sois en négatif pour les orgas, c'est une aubaine. Ils se disent, ouais, il y a un mec expérimenté, mais bon, ouais, il est nul, donc je vais pas le payer fort. Et je pense pas que je mérite moins que d'autres combattants. Parce que j'ai 11 combats pro, je crois. Et voilà, au bout d'un moment, l'expérience, ça se paye. Je m'entraîne dur comme les autres. Donc, et au final, je vais quand même faire le spectacle le jour J. Donc voilà, hein. Et du coup, donc, de revenir à l'équilibre et de me péter dans des orgas stylés, tu vois. Là, j'ai déjà fait le Cage Warrior, c'était un rêve de gosse. J'ai une photo de 2013 ou 2014. Je me souviens, mon entraîneur, il avait combattu là-bas, Anthony Dizzy, et du coup, il m'avait ramené les gants. Et du coup, je les avais mis comme ça. J'ai une photo encore sur mon téléphone où j'ai les vieux gants du Cage Warrior. Et maintenant, j'ai ma paire, en fait. Parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Donc, je veux faire ce genre de choses, faire des gros combats. Si je peux prendre un peu d'argent, bah, c'est cool. Mais sinon, c'est vraiment pour la gloire que je le fais. Tu le fais pour l'esprit martial. Ouais, c'est ça. Pour moi, me prouver à moi, je t'avais dit, en tant que combattant, souvent c'est manque de reconnaissance, manque de confiance en soi. Ben, en fait, c'est pour ça qu'on le fait. On vient chercher cette reconnaissance et cette confiance en battant d'autres mecs qui ont probablement les mêmes problèmes que nous. C'est ça qui est rigolo. En fait, il y a une fraternité dans ce côté. C'est ça. Tu vas taper un mec qui a probablement l'exact même problème. Exactement. Et il a sûrement des problèmes pour s'entraîner parce que sa femme, elle lui casse les bonbons parce qu'il n'est jamais à la maison. Il galère autant que moi à faire le poids. Il s'est sûrement blessé, il s'est sûrement fait opérer. Voilà. Sûrement, il s'est fait descendre par sa famille parce que c'est un sport de sauvage. Voilà, on a tous vécu ça et pourtant c'est génial.